Mon grand frère décède, il avait 28 ans. Il fait un mois intense de maladie. Pendant la période du deuil, j'ai vu quelqu'un qui portait son polo. J'ai pété les plombs. Il est mort à 28 ans. Je peux mourir à 28 ans. J'ai commencé à faire tout ce que j'avais envie de faire. J'avais pas d'activité extrascolaire quand j'étais au collège. J'ai commencé à danser. Tout ce que je fais, c'est parce que j'ai envie de faire et c'est parce que ça m'aide moi à me sentir beaucoup plus vivante et ça me permet de relativiser sur les choses qui ne sont plus là et les gens qui ne sont plus là. Bien que tu parles du point sur le deuil, effectivement, parce que moi, j'ai eu une toute autre expérience avec la mort. En 2014, justement, quand j'ai commencé à travailler, c'est l'année où mon grand frère est décédé. Mon grand frère décède, il avait 28 ans. Et quand il meurt, il venait d'avoir parce qu'il vivait au Bénin de base avec sa mère. Mon père a plusieurs enfants. Moi, je suis l'unique enfant, ma mère. Mon père, il a des enfants, quoi. Et mon grand frère, donc, laisse sa mère pour venir s'installer, pour créer un lien avec son père et ses autres frères au Cameroun. Il trouve un travail dans une entreprise de transport et tout. Ça se passe bien. Il tombe malade. Il fait un mois intense de maladie avant de mourir. Et le deuil, on ne guérit pas, je sens monter. Et je me souviens d'une fois, pendant la période du deuil, j'ai vu quelqu'un qui portait son polo. J'ai pété les plombs. J'ai dit, c'était à mon frère, c'est à personne d'autre. J'ai pété les plombs. Et depuis ce jour-là, avant, je sortais pas beaucoup, j'étais pas au collège, toutes mes copines allaient en boîte et tout. Moi, j'ai commencé à aller en boîte j'avais 20 ans, 21 ans. C'est vraiment, j'étais déjà quand même un peu grande, quoi. Et quand mon frère est décédé, ça a vraiment changé la vision que j'avais de la vie. Ça a changé mes rapports avec les gens aussi. Ça m'a permis à moi de montrer mon affection, mon amour aux gens et de me dire que il est mort à 28 ans. Je peux mourir à 28 ans. I don't think for me, c'est pas une excuse, c'est vraiment mon ressenti. Pour moi, à ce moment-là, j'ai commencé à faire tout ce que j'avais envie de faire. J'avais pas d'activité extrascolaire quand j'étais au collège, j'ai commencé à danser. Je n'avais pas de passion, j'ai commencé à apprendre à maquiller, j'ai commencé à faire tout ce que j'avais envie de faire, tout ce qui me passait par la tête. Tout ce que je fais, c'est parce que j'ai envie de faire et c'est parce que ça m'aide moi à me sentir beaucoup plus vivante et ça me permet de relativiser sur les choses qui ne sont plus là et les gens qui ne sont plus là. Donc, tu vois que toi, le deuil a eu un impact différent sur ta vie. Peut-être même avant, tu pensais déjà comme ça. Mais moi, le deuil aussi a participé à ce que moi, je réfléchisse comme ça et que je suis celle que je suis. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure. Les choix de nos vies, c'est par rapport à ce qu'on a vécu. Et c'est par rapport à comment on a été influencé par ces choses-là. J'ai perdu mon frère en 2014. J'ai perdu ma grand-mère et ma cousine en 2016. Je perds des gens chaque année depuis. Chaque année, je perds quelqu'un d'important. Et ça me rapproche plus, en fait, de cette vision de la vie que moi j'ai. Très intéressant. Can I have water? Yes, on peut lui prendre de l'eau. Ouais. C'est très sensible. Très bien. C'est pas un défaut. Ah, ça va, merci. Tu veux des mouchoirs? On peut avoir des mouchoirs aussi? J'ai pas mis de mascara, donc ça ira. D'accord. Non, ça va, merci. Hop. C'est bon? C'est bon. Ok. Alors, ce qui est... c'est normal d'être émotif sur ces sujets. Hein. Je ne compte pas le nombre de fois que j'ai pleuré ma mère après son décès, des années après. C'est normal. Normal.
Et c'est intéressant que tu dis ça parce que, effectivement, j'étais déjà économe avant. À cause de... Il y a beaucoup D'autres raisons. d'épisodes, beaucoup d'autres raisons. L'une des raisons, c'est que j'ai un père qui a vécu des choses, peut-être comme ton père aussi. Euh, Mon père était directeur de banque au Cameroun. Mon père était l'un des plus jeunes directeurs de banque au Cameroun. Il a eu un parcours académique excellent. Mais pour que tu comprennes un peu le gap, à 8 ans, mon père ramassait dans les poubelles à Yaoundé. Il est venu d'une famille extrêmement pauvre. Mon grand-père, donc le père de mon père, était un ancien combattant. Il était allé combattre pour l'armée française. Les fameux tirailleurs. On dit souvent tirailleurs sénégalais, mais ce n'était pas que des Sénégalais en réalité. Il y avait des Camerounais, des Centrafricains, des Tchadiens, ainsi de suite. Et quand il est revenu de la guerre, il fait partie de ces nombreuses personnes que la France a lâchées, à qui on n'a jamais rien donné. Donc il a non seulement vécu dans la pauvreté, mais avec le traumatisme de la guerre. Les nuits, des cauchemars. Mon père, il criait la nuit, des choses incroyables. Il avait vu des... La guerre te change. La guerre te change. Et mon père, donc, à l'âge de 8 ans, alors qu'il ramassait dans les poubelles un jour à Yaoundé, dans un quartier chic, c'est même quand tu ramasses les poubelles, il faut savoir où tu vas ramasser. Il y a poubelle et poubelle. Il ramassait, c'était un bastos. Il a quand même le sens, il ne va pas aller ramasser les poubelles. Donc il ramassait les poubelles et il dit qu'un jour, il était en train de ramasser les poubelles, il a vu une scène qui l'a marqué. Il était en face d'une maison et le portail était ouvert. Et il a vu une famille à table, en train de manger, et un petit garçon de son âge qui était assis à table, en train de manger. Et il s'est demandé pourquoi lui, il est assis à table en train de manger, et moi je suis ici, en train de ramasser. Question existentielle pour lui. Il a commencé à se questionner, à questionner les gens. Il a fini par comprendre que c'est parce que le papa de cet enfant-là avait fait des études qui lui ont permis d'accéder à un métier. Mon père a donc considéré que les études étaient sa seule voie de salut. Et il a mis toute son énergie dans ses études. Il a été brillant dans ses études. Et comme je disais, à 26 ans, il était directeur de banque. Parcours incroyable. Mais l'argent l'a surpris. Quand il vient d'un milieu où il n'y a pas d'argent. Le point de chute. Et que tout d'un coup. C'était le champion de la fête. Oh là là. Ah oui, non, là, lui. On se sera entendu. Ah oui, non, lui, il t'aimait bien. Il t'aimait bien. Mon père, il a commencé le farotage avant que le farotage. Mais mon père farotait pas que les billets d'argent, il farotait même le poisson. Genre, il arrive. Tu sais, à l'époque, c'était un crédit. Au débarcadère. Les poissons arrivent. Prenez. C'est le DG qui paye. Oh my God. Donc, il a vécu cette vie-là. Pendant des années. Chauffeur, piscine, tout ce que tu veux. Il a envoyé ses frères étudier en Europe. La très belle vie. Et mon père dit toujours que peu importe la longueur du chant, finit par... Il y a un moment où ça s'arrête, la musique s'arrête. Et suite à un complot dans sa boîte, des gens qui volaient, son DGA, je ne vais pas entrer dans les détails, mais son directeur général adjoint avait créé un réseau de vol. Et mon père, d'ailleurs, au début, quand ça s'est découvert, on a cru que c'était lui. Donc, on est venu, on a fait des enquêtes et tout, on a fini par dire que c'était son DGA. Mais comme c'est lui le DG, et que ça s'est fait sous ses yeux, il n'a rien vu. Il n'a rien vu. On l'a mis de côté. Et mon père dit que quand il a perdu son boulot, il a pris le temps d'être sélectif. Tous les postes qu'on lui proposait, il disait non, ça c'est pas mon niveau, je suis DG. Aïe, aïe, aïe. Il me propose directeur de département, non, DG. Il n'y avait pas de poste de DG. Et plus ce temps passait, et plus même les postes de directeur qu'on lui proposait là, il n'y avait plus. Jusqu'au point où il a commencé à sombrer. Et il dit que son erreur à lui a été de croire que il aurait toujours de l'argent. Il était intelligent, il était brillant. Mon père, on lui a proposé d'intégrer l'ENAM, il a refusé. On lui a proposé d'intégrer les écoles d'élite maintenant au Cameroun, là, il a refusé.
Parce qu'il disait que qu'est-ce qu'il va faire dans Le l'armée? DG. Les meilleurs ne vont pas dans l'armée. Beaucoup de ses des camarades sont généraux. Il avait dit que non, lui, il n'est pas dans ça. Ça, c'est pour les illettrés. Aïe, 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 aïe. Papa Ok, Curtis. d'accord, très bien. Donc, au final, il se retrouve donc à... Et il dit que l'erreur qu'il a commise, justement, c'est que il a maintenu son rythme de vie. Chauffeur, piscine, tout le reste, les enfants dans les grandes écoles. Et ça a contribué à, bien évidemment, bien attaquer ses épargnes. Au moment où il décide de se ressaisir, c'était un peu tard. Mon père a tout vendu jusqu'à sa voiture. De quelqu'un qui avait des chauffeurs, je ne connais pas quelqu'un qui marche à pied comme mon père. Je te mets avec mon père, tu ne peux pas marcher. Même jusqu'à présent, il a plus de 70 ans. Tu ne peux pas marcher avec mon père. Parce qu'il a marché comme jamais. Si tu revois les chaussures de mon père, les talons étaient comme ça. Tu vois, les talons complètement lissés, là. Tellement il marchait. Mais il dit que ça a été la période la plus bénéfique de toute sa vie. Parce qu'il n'a jamais appris. Et tout le monde dit ça. J'ai vu une interview de Serena Williams hier, dans laquelle elle disait que on ne reconnaît pas un champion dans la victoire. Ce n'est pas ça qui fait un champion. On reconnaît un champion dans la défaite. Et dans sa capacité à se relever de la défaite. C'est là qu'on reconnaît un champion. Et c'est ce qu'on dit. Réussir, arriver au sommet n'est pas difficile. C'est se maintenir qui est difficile. Et à l'époque, mon père était directeur. Tous les ministres, tout le monde lui courait après. Parce qu'il fallait des crédits, il fallait des autorisations. C'était l'ami de tout le monde. Il était l'ami de tout le monde. Du jour au lendemain, quand il a perdu son poste, plus personne ne le connaissait. C'est même genre, si tu marches, on le voit, oh, on va de l'autre côté de la route, comme s'il avait la peste. Et de cette phase-là, je pense que mon père a tiré énormément de sagesse. Mon père est un homme littéralement très sage. Et mon père fait partie de ces hommes qui te disent ne fais pas un truc. Et il te dit si tu continues, voilà ce qui va t'arriver. Et ça finit par t'arriver. C'est exactement ça qui t'arrive. Même si ça t'arrive et il ne voit pas. Au fond de toi, tu sais quand même que mon père m'avait dit que si je continuais, voilà ce qui allait arriver. Et au sujet de l'argent, et je pense que pour te donner des éléments qui faisaient que j'avais déjà quand même une logique avec l'argent, c'est qu'il m'avait appris que, l'une des choses qu'il m'a appris, c'est que Philippe, dans le monde dans lequel on vit, sans argent, tu n'es rien. Qu'on ne te trompe pas en te disant que les hommes sont égaux, que l'amour ne regarde pas, l'amour c'est le cœur, tout ça. Ce sont de belles paroles, mais dans la pratique, le monde est une jungle. Et dans la jungle, c'est la loi du plus fort. Quand un lion voit une antilope, il attrape. Il n'y a pas les droits des animaux, les antilopes aussi ont le droit de marcher. Et il m'a beaucoup sensibilisé très tôt, en tout cas, à l'importance de la réussite, du succès, de l'argent. Pas comme étant une finalité dans la vie, mais comme étant des éléments à ne pas négliger. Quand tu as de l'argent dans tes mains, ce que tu vas en faire est important. Parce que ça détermine aussi qui tu seras demain. Il m'a envie de très comprendre très tôt que, justement, tu as dit une chose très intéressante, c'est que tu n'as personne. Mais tu sais, mais j'ai 3 garçons, j'ai 3 enfants aujourd'hui. Il y a une période où je n'avais pas de garçons, je n'avais pas de femmes. Mais je me préparais déjà à ça. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, quand tu as parlé de ton business, tu te vois en train d'avoir un média. Tu t'y prépares déjà maintenant, bien à l'avance. Si tu te vois avoir une famille, ce n'est pas quand les enfants viendront que tu vas commencer à t'y préparer. Je pense que ça devrait être dès maintenant. Tu devrais pouvoir décider 2 choses. Qu'est-ce que tu veux leur léguer comme héritage en termes de valeur? Parce que c'est l'héritage le plus important. Ce que tu laisses à l'intérieur de l'enfant. Est-ce que tu veux leur laisser comme héritage extérieur pour leur faciliter les premiers pas dans la vie? Pas pour qu'ils n'aient rien à faire comme effort, ce serait les détruire. Mais pour qu'ils aient quand même un petit plus, un petit bonus. Toi, tu as eu un terrain. Que toi aussi, tu puisses laisser quelque chose à tes enfants demain. Si Dieu t'en donne, ça peut être intéressant. Et donc, moi, par contre, quand ma mère est décédée, j'avais déjà cette philosophie. Mais j'ai basculé un peu dans le même mode que toi. Parce que quand ma mère est décédée, je me suis dit, je peux mourir à tout moment.
Et la conséquence de ça, c'est que je vais tout donner désormais. Je prendrai tous les risques pour mes projets. Je ne vais plus donner petitement les coups. Parce que quand la vie t'en donne, elle ne te les donne pas petitement. Non. Je vais oser et aller à fond dans tout ce que j'ai envie de faire. Un peu comme toi. Et même moi, la conséquence de ça, ça a été que dans mes business, j'ai gagné de l'argent comme jamais. Parce que j'ai commencé à prendre des risques comme jamais auparavant. J'ai commencé à me dire, je n'ai pas besoin d'avoir telle somme en banque. C'est quoi ça me sert d'avoir 200, 300 000? Je vais les mettre dans des projets. Si je gagne, je gagne. Si je perds, ce n'est pas grave. Je vais recommencer. Et ça a fait switcher mon mindset. En mode maintenant, tu sais quoi, ça gâte, ça gâte. Ça gâte, ça gâte. Et la conséquence a été que, justement, j'ai perdu par endroits, mais quand j'ai gagné, ça a été énorme. Qui ose gagne?